Tu n'es pas invité pour Noël, a dit ma mère d'un ton désinvolte. Alors n'attends pas mes 10 000 $, ai-je répondu en annulant leur chauffage. Je m'appelle Shannon Cole, une infirmière de 33 ans à Burlington, dans le Vermont. J'ai vu des gens se briser, saigner et se battre pour rester en vie, mais rien ne vous prépare au moment où votre propre famille vous rejette comme une mauvaise habitude. Cela s'est passé un jeudi soir, juste entre 2 gardes consécutives aux urgences. Mon téléphone a vibré pendant que je reprenais du café. J'ai répondu en m'attendant à un rapide « Comment vas-tu » Au lieu de cela, j'ai entendu « Ne rentre pas à la maison pour Noël ». La voix à l'autre bout du fil était plate, presque ennuyée, comme si elle lisait une liste de courses. Je me suis figé. Pardon ? Tu rends toujours les choses tendues. Nous voulons juste des vacances paisibles cette année. Paisible. Ce mot a résonné comme une gifle. L'année dernière, j'avais payé leur chauffage, acheté des cadeaux pour tout le monde, et on m'avait quand même traité de distante. J'ai pris une lente inspiration et j'ai dit, alors n'attendez pas mes 10 000 $. Silence, puis un déclic. L'appel était terminé. Je suis resté là une seconde à fixer l'écran noir. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté au portail des services publics et j'ai cliqué sur annuler le paiement. La confirmation a clignoté. Transaction programmée annulée. Ma main tremblait, mais je ne le regrettais pas. Pour une fois, je n'étais pas celle qui suppliait pour être acceptée. J'ai fermé l'ordinateur portable, je me suis penché en arrière et j'ai murmuré « Joyeux Noël » pour moi-même. Dehors, les premiers flocons de neige ont commencé à tomber, silencieux, imperturbables, comme s'ils savaient déjà ce qui allait arriver. Parfois, la chaleur familiale n'a rien à voir avec l'amour. Il s'agit de contrôle. Avant d'aller plus loin, dites-moi, avez-vous déjà été blâmé pour avoir fixé des limites ? Laissez vos pensées ci-dessous. Je lis chacune d'entre elles. 3 jours plus tard, leurs photos de Noël sont apparues sur Internet comme si de rien n'était. Mon téléphone s'est illuminé avec des identifications. Je ne voulais pas voir de visage souriant, de pulls assortis, et le même salon où j'avais autrefois passé chaque fête à aider à décorer. La légende sous la publication de ma mère disait « Un Noël en famille paisible en perspective ». Je n'avais même pas besoin de zoomer pour remarquer ce qui manquait, moi. Au centre de la photo se tenait Lorraine, ma petite sœur, parfaitement posée entre nos parents, levant le poignet avec ce bracelet en or familier, celui que je lui avais offert il y a 2 Noëls quand elle était trop fauchée pour acheter des cadeaux. Maintenant, elle le portait comme un trophée avec sa légende sur sa propre page, disant « Le petit ange de maman ». Ce n'était pas une coïncidence. C'était une performance. Pendant quelques secondes, j'ai simplement regardé. Mon pouce a plané au-dessus du bouton de commentaire, puis j'ai plutôt posé le téléphone. Je n'étais pas en colère, juste engourdi. La scène avait l'air parfaite. Le feu crépitant, les tasses assorties, les sourires répétés. Si vous ne saviez pas la vérité, vous penseriez qu'ils étaient le genre de famille qui ne rejetterait jamais quelqu'un pour avoir respiré de travers. Un message est apparu de Diane, une ancienne amie d'université à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Salut, j'ai vu la publication de Noël de ta famille. Pourquoi n'es-tu pas à la maison cette année ? J'ai tapé, effacé, puis finalement envoyé, ils ont dit que la paix nécessitait mon absence. Les points de frappe sont apparus un instant, puis ont disparu. Elle n'a pas répondu. Je ne lui en voulais pas. Personne ne sait jamais quoi dire quand la belle histoire familiale se fissure. Plus tard dans la soirée, j'ai préparé du thé et j'ai ouvert mon courrier électronique. Un message non lu clignotait en haut de la part de Margaret Cole. Sujet, s'il te plaît, ne le prends pas personnellement, ma chérie. Mon estomac s'est noué. Ma chérie, c'est ainsi qu'elle appelait le caissier de la banque, le facteur, l'infirmière du cabinet de son dentiste, pas sa fille. Je n'ai pas cliqué dessus. Je savais qu'il serait plein de phrases polies dissimulant la culpabilité, le genre qui vous fait vous sentir mal de vouloir un respect fondamental. Je me suis assise sur le canapé, l'ordinateur portable sur les genoux, et j'ai ouvert mon application bancaire en ligne juste pour me distraire. C'est alors que je l'ai vu. Les transferts mensuels toujours actifs sous les paiements récurrents. Leurs factures de chauffage, d'électricité et d'eau étaient toujours payées automatiquement depuis mon compte. Pendant un instant, j'ai juste regardé le cercle bleu tournant charger la ligne suivante.
Prochain paiement programmé le 20 décembre. Il m'avait retiré de Noël, mais s'attendait toujours à ce que mon argent arrive à temps. J'ai expiré entre mes dents, j'ai cliqué sur Gérer les paiements et j'ai fixé l'écran. Chaque ligne représentait quelque chose dont je m'étais occupé discrètement pendant 2 ans. Chaque dîner de famille manqué justifié par « Tu sais à quel point nous l'apprécions, Shannon ». Mon nom figurait sur chaque facture, chaque transaction, chaque petit sacrifice. Cette fois, j'ai survolé le chauffage et l'électricité et j'ai cliqué sur Annuler. Une fenêtre contextuelle est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir interrompre ces services? J'ai cliqué sur Oui, puis encore, puis encore. Les mots « compte de chauffage et d'électricité annulé avec succès » ont clignoté sur l'écran en un texte vert soigné. Pendant quelques secondes, ma poitrine a semblé vide, comme si je venais de supprimer la preuve que je m'en souciais. Mais le sentiment a changé. Sous la culpabilité est venu quelque chose de plus calme, de plus propre, un étrange sentiment d'équilibre. Un appel vidéo a sonné. Ethan, mon ami des urgences, est apparu à l'écran, sa blouse médicale encore à moitié dézippée après une garde tardive. « Salut, tu as l'air de quelqu'un qui vient de prendre une décision. » Son ton était léger, mais ses yeux ont capté l'attention dans les miens. « J'ai coupé leur service public, ai-je dit. » Les mots sont sortis plats, plus factuels qu'émotionnels. Il a cligné des yeux. « Ouah, cela fait bizarre de les couper. » J'ai secoué la tête. Ce n'est pas une vengeance, c'est un équilibre. Ils voulaient la paix. Je leur ai donné la paix. Juste pas le genre qu'ils attendaient. Ethan s'est penché en arrière, les bras croisés. Tu es sûr qu'ils iront bien? Nous sommes dans le Vermont en décembre, pas en Californie. J'ai siroté mon thé. Ils se débrouilleront. Ils le font toujours. Ils ne se serviront simplement pas de moi pour le faire cette fois-ci. Pendant un moment, nous avons parlé du travail, un cas d'accident de voiture de la nuit précédente, un patient qui a essayé de s'éclipser pour fumer une cigarette au milieu de sa perfusion intraveineuse. Des choses normales. Mais quand l'appel a pris fin, je ne bougeais pas. Je fixais mon petit reflet dans l'écran noir de l'ordinateur portable. Mon visage n'était éclairé que par la lueur des paiements annulés. Quelque part au fond de moi, je m'attendais à ce que mon téléphone vibre, peut-être un message, un appel manqué, un message texte de colère. Rien n'est venu. Le silence semblait plus fort que n'importe quelle excuse aurait pu l'être. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, le vent s'était levé, transportant de petites averses de neige qui dansaient sous le lampadaire. La ville semblait suspendue, comme si tout le monde retenait son souffle avant la tempête. J'ai allumé la radio juste pour avoir un bruit de fond. La voix calme du présentateur a lu une alerte météorologique. Une tempête de neige majeure devrait frapper le nord-est d'ici la fin de la semaine. Il est conseillé aux résidents de faire des provisions de première nécessité et de se préparer à de possibles pannes de courant. L'ironie m'a presque fait rire. J'ai attrapé mon carnet, celui où j'avais l'habitude de noter des rappels pour les gardes et les suivis des patients, et j'ai tourné vers une page vierge. Mon écriture semblait plus ferme que je ne le ressentais en écrivant, j'ai enfin arrêté de payer pour une paix qui n'a jamais existé. Les mots semblaient justes. Pour la première fois, il ne piquait pas. Mon téléphone a vibré à nouveau, mais cette fois ce n'était pas la famille. C'était une alerte automatisée confirmant la déconnexion finale. Clôture du compte terminée. Cycle de facturation finale achevé. 10 000 $. C'est ce que j'avais en économie maintenant. Le chiffre semblait petit auparavant, comme un espace réservé pour quelque chose de mieux. Ce soir, cela ressemblait à la liberté. Pas le genre dramatique dont vous criez, mais le genre silencieux et constant qui vous permet de respirer à nouveau. Je me suis déconnecté, j'ai éteint l'ordinateur portable et j'ai posé ma tasse à côté. L'appartement bourdonnait d'une chaleur douce et uniforme provenant de mon propre radiateur, celui que j'ai payé, celui sur lequel je pouvais compter. J'ai murmuré à la pièce vide, voyons à quel point Noël sera paisible sans moi. Le vent a pressé plus fort contre la vitre, sifflant dans les coins de ma fenêtre. Quelque part au loin, leur lumière clignotait peut-être déjà, mais ici, c'était calme, immobile, et enfin à moi. À la veille de Noël, toutes les radios de Burlington diffusaient le même avertissement. Une tempête de neige de niveau 4 se déplaçant rapidement depuis le nord. La voix calme du présentateur ne pouvait pas cacher le tremblement en dessous.
Les gens vidaient déjà les magasins. Des bougies. De l'eau. Des lampes de poche. Du pain. Tout ce qui donnait un sentiment de contrôle. Depuis la fenêtre de mon appartement, la première neige coupait l'air de côté, tranchante et urgente. Mon ordinateur portable a émis un son. Service déconnecté. Solde impayé. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir, mais je l'ai fait quand même. Green Mountain Power avait officiellement coupé le service à la maison de mes parents. La veille de Noël, 8h02 du soir. Un timing parfait. J'ai fixé le message, puis je l'ai fermé. Un petit calme étrange s'est installé en moi, pile à l'heure. À minuit, la ville s'était transformée en un flou blanc. La neige s'entassait contre les fenêtres. Le vent hurlait comme s'il avait une mémoire. Mon appartement était chaud, calme, enveloppé dans le bourdonnement du radiateur que je payais moi-même. J'ai préparé du thé et j'ai pensé à eux, mes parents. Ma sœur blottie dans cette grande et vieille maison sur l'avenue Il Reste. La dernière fois que j'y étais allé, ma mère m'avait dit que j'apportais le froid avec moi. Peut-être qu'elle ressentait enfin ce que cela signifiait. Le lendemain matin, les gros titres criaient « Un blizzard historique gèle le Vermont ». J'ai fait défiler les mises à jour jusqu'à ce qu'une vidéo attire mon attention, une rue gelée dans la banlieue de Burlington. Quelqu'un avait filmé le quartier où j'avais grandi. Des voitures enfermées sous la glace, des toits lourds de neige, aucune lumière nulle part. Puis la caméra a tourné et elle était là, la maison de mes parents. Je connaissais ces volets bleus, ce toit incliné. Même à travers un écran, je pouvais presque sentir le froid s'infiltrer à travers les murs. Mon téléphone a vibré. « Ethan, tu l'as vu, n'est-ce pas ?»« Oui, ai-je dit. »« Tu te sens bien en regardant ça ?»« Je ne regarde pas, » ai-je répondu doucement. « Je me souviens. » Il n'a pas parlé pendant un moment. Le vent sifflait dans son microphone. « Certaines personnes appelleraient cela de la vengeance, » a-t-il dit finalement. « Ce n'est pas de la vengeance, » ai-je répondu. « C'est la gravité. » Tu arrêtes de soutenir quelque chose, et cela tombe, a-t-il soupiré. Reste au chaud, Shannon. Après l'appel, je suis resté assise en silence. La tempête à l'extérieur s'est épaissie et la neige a tapé contre la vitre à un rythme irrégulier. Mes lumières ont vacillé une fois, puis se sont stabilisées. Le radiateur a bourdonné à nouveau, loyal et constant. J'ai allumé la radio. La voix était prudente, tendue. Les équipes d'urgence sont retardées. Si vous êtes sans électricité, abritez-vous sur place. J'ai imaginé ma mère empilant des couvertures, Lorraine essayant d'allumer une bougie tout en filmant ses larmes pour attirer la sympathie sur Internet. Je n'ai pas souri. Ce n'était pas de la joie. Je ressentais cela comme une symétrie. Pour une fois, le monde leur montrait à quoi ressemblait vraiment le silence. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé la ville disparaître derrière le blanc. Le reflet qui me regardait n'a pas tressailli. J'ai ouvert mon journal et j'ai écrit « J'ai arrêté de payer pour une paix qui n'a jamais existé, et la tempête est venue ramasser ce qu'il restait. » À la radio, Douce Nuit a commencé à jouer. L'ironie m'a presque fait rire. Je l'ai laissé jouer. J'ai laissé les parasites se mêler au rugissement du vent. Quelque part, quelque chose a craqué, une branche. Peut-être de la glace sur le toit. Mais je n'ai pas bougé. J'ai juste murmuré qu'ils voulaient le calme. Maintenant, ils l'ont. Dehors, la tempête hurlait. À l'intérieur, je suis resté immobile, au chaud et libre. À la deuxième nuit, leur maison s'était transformée en un fantôme sur la colline. L'endroit qui brillait autrefois comme une lanterne chaque mois de décembre se tenait maintenant dans l'obscurité parfaite. Pas de fumée, pas de chaleur, pas de vie. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Shannon, c'est Marcy, de l'autre côté de la rue de tes parents. Ta mère est dehors et essaie d'allumer des bougies. Tout est complètement gelé. J'ai pensé que tu devais le savoir. Sa voix s'est brisée à cause du froid, ou peut-être de la culpabilité. J'ai dégluti en pressant le téléphone plus fort contre mon oreille, mais je n'ai pas répondu. Que pouvais-je dire? Que ce n'était plus à mon tour de réparer l'obscurité. J'ai simplement dit « Merci de m'avoir prévenu » et j'ai mis fin à l'appel. Ma main a légèrement tremblé quand j'ai posé le téléphone,
mais pas de tristesse, juste à cause des souvenirs. Je me suis tourné vers l'étagère où une vieille photo était posée entre deux manuels de soins infirmiers, ma famille il y a 3 Noëls. Maman en rouge, Lorraine tenant du gui au-dessus de nous. Papa faisant semblant de rire, et moi, la seule à ne pas sourire. J'ai pris le cadre, j'ai essuyé une fine couche de poussière, puis je l'ai posé face vers le bas. Cette nuit-là, j'ai ouvert les réseaux sociaux par habitude, non par intention. L'algorithme me connaissait trop bien. Il a montré la publication de Lorraine en premier. Elle avait téléchargé une photo prise avant la tempête, souriante devant le sapin de Noël, avec la légende « Toujours béni ». Je l'ai fixée plus longtemps que je ne le voulais. La section des commentaires était brutale. Béni que tu aies congelé ta propre sœur avant que la tempête ne le fasse. Un autre disait, je suppose que le karma n'a pas besoin de bottes de neige. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Les amis de maman avaient rejoint la conversation pour la défendre, blâmant la jeune génération pour son manque de respect envers la famille. J'ai fait défiler sans m'arrêter. Le bruit ne piquait pas. Il engourdissait. Internet faisait ce qu'il fait toujours, faire semblant de comprendre. Mais cette fois, le jugement n'était pas dirigé vers moi. C'était un écho renvoyé aux personnes qui m'avaient appris le silence. Je me suis levé et j'ai versé de l'eau dans la bouilloire. Les tuyaux sifflaient de chaleur. Les miens fonctionnaient toujours. Quand la bouilloire a cliqué, je me suis appuyé contre le comptoir, fixant la vapeur qui montait. Quelque part là-bas, ils soufflaient probablement dans leurs mains, essayant de créer de la chaleur à partir de l'air. Une autre notification est apparue, un message anonyme. Peut-être que maintenant ils savent ce que tu as ressenti. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas le but. La douleur partagée est un déséquilibre. C'est un miroir. J'ai fermé l'application et je suis retourné dans le salon. L'électricité a clignoté une fois, puis s'est stabilisée. Dehors, la tempête s'était calmée, mais le vent hurlait toujours comme un fantôme agité encerclant la crête. Je me suis assise sur le canapé et j'ai pris mon journal. L'écriture avait toujours été ma façon de donner un sens au chaos. Ce soir, cependant, la page est restée blanche pendant longtemps. Mon stylo planait, ma main froide, même avec le radiateur allumé. Puis, sans vraiment réfléchir, j'ai écrit « Le froid ne punit pas, il enseigne ». Je me suis arrêté et j'ai fixé la phrase. Cela ne ressemblait pas à quelque chose né de la colère. Cela ressemblait à une loi de la nature. Le froid n'était pas là pour les blesser. Il était là pour leur faire comprendre l'absence, pour ressentir ce que j'avais ressenti quand l'amour était conditionnel, quand la chaleur se méritait et n'était pas donnée. Une autre sonnerie m'a fait sursauter. Cette fois, une alerte de message texte. C'était d'Ethan. « Tu vas bien ?» J'ai répondu « Oui, c'est juste calme ce soir. » Il a répondu « La tempête se termine bientôt. » J'ai regardé par la fenêtre. La neige avait ralenti, mais le monde semblait toujours figé sur place. « Pas encore, » ai-je répondu. Certaines tempêtes se terminent tard. J'ai posé le téléphone et j'ai jeté un coup d'œil au cadre photo sombre sur l'étagère. Pour la première fois, cela ne faisait pas mal de le voir retourner. Je me suis enveloppé dans une couverture et j'ai écouté le vent commencer à s'estomper. Il y avait une immobilité dans l'air qui ressemblait moins à de la PK des lendemains. Avant d'aller me coucher, j'ai marché jusqu'à la fenêtre une dernière fois. La colline était à peine visible maintenant, une découpe noire contre le léger reflet argenté de la tempête. Quelque part derrière ce rideau de neige, ma famille était assise dans une maison qui ne brillait plus. Je me demandais si maman croyait toujours que le silence signifiait la paix. J'ai murmuré à mon reflet, peut-être que le silence est enfin honnête. Le radiateur a bourdonné à point nommé, constant et fidèle. J'ai repris mon journal et j'ai tracé une seule ligne sous la phrase que j'avais écrite plus tôt, puis je l'ai fermée. Le froid avait sa façon de rappeler aux gens ce que coûte la chaleur et ce qui arrive quand on arrête de faire semblant de la partager. Au 4e jour, la tempête était passée du ciel à l'écran. Le blizzard à l'extérieur avait commencé à s'estomper, mais sur Internet, il ne faisait que commencer. Mon téléphone vibrait sans arrêt, sa lumière clignotant dans la pièce sombre. Quand je l'ai ouvert, elle était là. Lorraine, le visage pâle enveloppé dans des écharpes, les yeux humides, mais prête pour la caméra. Sa publication disait « Nous avons perdu l'électricité.
S'il vous plaît, priez pour ma famille. Sa voix tremblait juste assez pour paraître sincère. 4 nuits sans chauffage. C'est la panne. Maman est malade. Papa essaie de nous garder au chaud. S'il vous plaît, envoyez des prières. Les commentaires tombaient comme des flocons de neige. Des cœurs, des émojis qui pleurent. Restez fort et prière depuis l'Arizona. Tout cela était très émouvant jusqu'à ce qu'un commentaire tranche comme de la glace. Ta sœur n'a-t-elle pas payé vos factures l'année dernière? En moins d'une heure, la tempête est devenue numérique. Ce seul commentaire a grimpé au sommet. Capturé en écran, partagé à nouveau, disséqué. Quelqu'un a même déterré l'ancienne publication de maman, merci à Shannon de garder notre maison au chaud l'hiver dernier. Un autre utilisateur s'est moqué, béni sois-tu, tu as congelé la main qui te nourrissait. À midi, mon nom était en tendance dans tout Burlington. Des inconnus se disputaient farouchement. Certains me qualifiaient de sans cœur. D'autres me défendaient, les limites ne sont pas une trahison. Quelques-uns sont allés trop loin, publiant des photos de mon immeuble, devinant quelle fenêtre était la mienne. Je n'ai pas répondu. J'ai juste siroté mon café, au chaud et stable. Puis est venu le gros titre des nouvelles locales, une tempête de vacances laisse une famille bloquée. La photo était reconnaissable entre toutes. La maison sombre de mes parents ensevelie sous la neige. L'article ne me mentionnait pas, mais les commentaires, si. Des centaines de commentaires. Un message est apparu d'Ethan. Tu es devenue la méchante dans leur histoire et l'héroïne dans celle de quelqu'un d'autre. Je l'ai fixé un moment avant de répondre. Peut-être que les deux rôles disent la même vérité. Il a répondu avec un émoji flocon de neige. Cette nuit-là, j'ai ouvert Twitter. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier pendant longtemps avant que je n'attache finalement 3 images. D'anciennes factures de services publics que j'avais payées pour l'hiver dernier, chacune estampillée payée en totalité. Shannon E. Lawson. Ensuite, j'ai tapé une seule ligne. Certaines tempêtes purifient l'air. Pas de mots dièse, pas de nom, pas de colère, juste la preuve silencieuse de tout ce que j'avais porté. J'ai cliqué sur publier. En quelques minutes, les captures d'écran se sont propagées comme une traînée de poudre. Certains appelaient cela une vengeance élégante. D'autres appelaient cela un signal d'alarme. Un journaliste a même mis en légende la tempête la plus calme d'Internet. À minuit, ma boîte de réception débordait, soutien, indignation, incrédulité. Mais je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé les chiffres grimper pendant que le vent hurlait à l'extérieur de ma fenêtre, portant le même message que ma publication. Parfois, la vérité n'a pas besoin de voix, seulement de preuves. Le lendemain matin, ma publication avait dépassé le 1 million de vues. Les gens se disputaient sans fin. Les commentateurs de YouTube, les fils de discussion Reddit, les balados, tout le monde avait une théorie sur qui avait tort ou raison. J'ai fait défiler avec détachement. C'était étrange de voir des inconnus raconter ma vie comme si c'était une propriété publique. Ethan a de nouveau appelé. Tu tiens le coup, a-t-il demandé. Tu es en tendance dans le monde entier. J'ai souri faiblement. L'attention fond plus vite que la neige, ai-je dit. Laisse faire. Il a hésité. Est-ce que tu le regrettes? J'ai répondu, non, couper le courant n'était pas de la cruauté. C'était de l'honnêteté. Plus tard dans la soirée, j'ai désactivé toutes les notifications. Pour la première fois depuis des années, le silence ne semblait pas vide. Il semblait mérité. Quand j'ai ouvert mes messages une dernière fois avant de me coucher, l'un d'eux est sorti du lot, provenant d'une femme nommée Hope, qui écrivait « J'ai vu votre publication. Je comprends enfin ma sœur. Merci. » J'ai souri et j'ai fermé mon téléphone. C'était suffisant. À ce moment-là, la tempête à l'extérieur s'était calmée. Le vent s'est adouci, effleurant doucement la vitre comme une réflexion après coup. J'ai préparé du thé, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé la ville briller à nouveau. Mon nom était toujours en tendance, mais je m'en fichais. Ils m'ont qualifié de sans cœur. Ils m'ont qualifié de forte. Ils m'ont qualifié de tout sauf de ce que j'étais vraiment devenu, libre. J'ai écrit la dernière ligne puis fermé mon journal avant d'éteindre la lumière. Le silence n'est pas une capitulation, c'est une conclusion. Quand la neige s'est finalement calmée,
ma détermination s'est calmée aussi. 3 jours après la tempête, le monde extérieur était encore meurtri et lourd, mais la ville commençait à respirer à nouveau. Je préparais du thé quand la sonnette a retenti, un son si ordinaire qu'il m'a fait sursauter. À travers le verre givré, je l'ai vue, ma mère, Margaret. Elle se tenait sur le porche dans une parka trempée, la neige s'accrochant à ses bottes. Ses yeux étaient cerclés de rouge comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. J'ai entrouvert la porte. La chaleur de mon appartement s'est répandue dans le couloir glacial. Et pendant un moment, nous nous sommes toutes les deux tenues sur ce seuil. 2 climats qui n'appartenaient plus au même monde. Lorraine est malade, a-t-elle dit finalement, son souffle tremblant dans l'air froid. La maison. Elle est inhabitable. Les tuyaux ont éclaté. Nous avons dormi dans la voiture. S'il te plaît, aide-nous. Je n'ai pas bougé. La vapeur de montée dérivait entre nous comme un brouillard. Tu es venu ici parce qu'il n'y a nulle part ailleurs, ai-je dit doucement. Elle a hoché la tête, les yeux brillants. Lorraine est fragile. Tu sais comment elle est. Son ton était doux, mais le mot fragile a coupé profondément. Non, ai-je dit d'une voix égale. Elle n'était pas fragile. Elle était favorisée. Margaret a tressailli. Je l'ai vue. Le rapide vacillement de culpabilité qu'elle a essayé d'enfouir derrière une pitié maternelle. Ce n'est pas juste, a-t-elle murmuré. Tu as toujours été indépendante. Tu n'avais pas autant besoin de nous. J'ai presque ri. Tu as raison, ai-je dit. Je n'avais pas besoin de grand-chose, juste d'honnêteté. Son téléphone a vibré. Elle a hésité avant de répondre. Une voix familière a résonné à travers le haut-parleur. Lorraine. Je l'ai entendu tousser, renifler, un faible écho d'excuses emmêlées dans l'apitoiement sur soi. Shannon, a-t-elle croassé. Maman a dit que tu étais à nouveau froide. J'ai pris une inspiration. Dis à maman de réparer ce qu'elle a cassé, ai-je dit. J'en ai fini d'être le radiateur de cette famille. Le silence à l'autre bout du fil était assez épais pour être touché. Puis la ligne a été coupée. Les larmes de Margaret coulaient librement maintenant. S'il te plaît, ma chérie, ne fais pas ça. Nous ne voulions pas te rejeter. Nous essayions juste de maintenir la paix. La paix, ai-je répété. Vous vouliez la paix sans moi. Maintenant, vous l'avez. J'ai fait un pas en arrière dans l'appartement, ma main se resserrant sur la poignée de porte. Elle a tendu la main, les doigts tremblants, désespérée d'arrêter la porte qui se fermait. Je suis ta mère, a-t-elle murmuré. C'est le seul titre que tu as gardé, ai-je dit. Mais tu en as laissé le sens gelé. Pendant un long moment, aucune de nous n'a parlé. Dehors, le vent emportait des flocons à travers la lumière du porche, rendant tout d'un blanc fantomatique. Son souffle sortait en nuages, disparaissant plus vite qu'elle ne pouvait le remplacer. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Mais la pitié était la même porte que j'avais déjà fermée une fois auparavant. Je l'ai laissée fermer cette fois-ci. Tu voulais de l'espace, ai-je dit doucement. Voici à quoi ressemble l'espace. Elle a regardé au-delà de moi dans l'appartement chaleureux qu'elle avait l'habitude d'appeler mon gaspillage d'argent. La bouilloire a cliqué derrière moi, et l'odeur du thé a rempli la pièce. S'il te plaît, a-t-elle répété, la voix brisée. Lorraine n'est qu'une enfant. Elle a 28 ans, ai-je dit. Et elle n'a jamais payé une seule facture sans moi. J'ai fait une pause. Ce n'est pas l'enfance. C'est la dépendance que tu as élevée. La vérité est tombée entre nous comme de la glace qui se fissure sur un lac. Ma mère s'est essuyé les yeux avec un gant mouillé, puis s'est redressée légèrement, comme si elle se souvenait qu'elle avait autrefois de l'autorité ici. Tu vas le regretter, a-t-elle dit. Tu vas te réveiller et réaliser que la famille est tout ce que tu as. J'ai croisé son regard. Je me suis déjà réveillé, ai-je dit, et j'ai réalisé que la paix est tout ce dont j'ai besoin. J'ai fermé la porte. Le loquet a cliqué, un son assez net pour résonner dans le couloir. Pendant quelques secondes, je suis resté là, la main immobile sur la poignée de porte, écoutant ses sanglots étouffés s'estomper sous le vent. Puis j'ai éteint la lumière du porche. Les ombres se sont repliées dans le silence. À la fenêtre, je l'ai regardé s'éloigner. La neige cédait sous ses bottes,
laissant des traces inégales sur le chemin. Pendant un instant, elle s'est arrêtée, a jeté un coup d'œil en arrière vers le bâtiment, puis a disparu dans la brume pâle des rues. Le monde extérieur était encore brisé, mais le mien ne l'était pas. Je me suis assise de nouveau, j'ai pris mon thé, tiède maintenant, et j'ai écrit dans mon journal, certaines portes se ferment avec du bruit, d'autres se ferment par choix. J'ai regardé cette phrase pendant un long moment avant de la souligner une fois. L'encre a légèrement bavé sur le papier comme du givre fondant sur du verre. Ensuite, j'ai soufflé la bougie sur la table. La flamme s'est penchée, a vacillé et s'est éteinte. L'appartement était à nouveau calme. Calme, mais vivant. Dehors, la ville expirait sous un ciel qui se dégageait. À l'intérieur, je ressentais enfin quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Une immobilité qui n'était pas de la solitude. Un silence qui n'était pas une punition. Quand le vent a frôlé la fenêtre une dernière fois, cela ressemblait à des applaudissements. En janvier, la neige a commencé à fondre, mais tout n'a pas dégelé. Les rues de Burlington étaient bordées de gadous grises, le son de la glace fondante se mêlant au chant matinal des oiseaux. Les gens passaient à autre chose, mais certaines histoires restaient figées dans les gros titres. J'ai vu la mienne ce matin-là. En première page. Le Vermont Chronicle, une famille déplacée après une tempête de glace, la maison déclarée inhabitable. Sous le titre se trouvait une photo que j'ai reconnue immédiatement. Le porche de ma mère, celui où j'avais fermé la porte. La légende disait, Margaret Lawson et sa fille Lorraine relogées temporairement après de graves dommages structurels. J'ai fixé la photo pendant un long moment. Pas par pitié, mais par reconnaissance. Cette maison avait enfin reflété ce qu'elle avait toujours été, fissurée aux fondations, froide sous les lumières. L'ironie ne m'a pas échappé. Au centre communautaire du centre-ville, je faisais la queue avec d'autres bénévoles tenant des boîtes de couverture et de conserve. La banderole au-dessus disait « Réchauffons le Vermont, aidez les familles à se rétablir ». Quand ce fut mon tour, j'ai glissé une enveloppe dans la boîte de dons. 10 000 $. Le même montant que j'envoyais autrefois chaque mois de décembre, sauf que cette fois, il n'allait pas à une seule maison. Il allait à des centaines. Ethan m'a rejointe près de la sortie, le col de son manteau relevé contre le froid. « As-tu déjà pensé à les appeler » a-t-il demandé. J'ai souri faiblement. Non, certains feux doivent rester éteints. Il a hoché la tête lentement, comme quelqu'un qui comprenait plus qu'il ne le dirait jamais. Dehors, l'air sentait encore légèrement la cendre des lignes électriques coupées et de l'isolation brûlée. Pourtant, pour la première fois, je pouvais respirer profondément. Je suis passé devant un groupe de bénévoles empilant des radiateurs dans un camion, leur rire s'élevant au-dessus du bourdonnement du moteur. Le son était ordinaire, réconfortant, une sorte de chaleur qui ne nécessitait pas de lien de sang. Mon téléphone a vibré. C'était la tante Nora, sa voix aussi vive que d'habitude. « J'ai vu le journal », a-t-elle dit. « Lorraine séjourne chez des amis. Ta mère loue un motel bon marché près de la route 9. » Je n'ai pas demandé comment elle le savait. Elle savait toujours. « C'est la maison qu'elles ont construite », ai-je dit doucement. Froide et empruntée. Nora a soupiré. « Tu as fait ce que tu avais à faire, ma chérie. »« Je sais », ai-je dit. « C'est la partie difficile. » Après l'appel, je me suis assise sur les marches de pierre à l'extérieur du centre, regardant les gens aller et venir. Tout le monde semblait porter quelque chose, des boîtes, des manteaux, du café chaud, et pourtant, aucun d'eux ne semblait lourd. Pour la première fois, moi non plus. Cet après-midi-là, j'ai ouvert mon journal, le même qui m'avait suivi tout au long de chaque nuit silencieuse de cet hiver. J'ai écrit, la conclusion n'est pas le pardon, c'est la distance. J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté, parfois, s'éloigner est la façon la plus douce d'arrêter de brûler. J'ai regardé autour du refuge une dernière fois. Une petite fille gloussait pendant que sa mère l'aidait à fermer la fermeture éclair d'une veste donnée. Un homme a déballé un sandwich et en a partagé la moitié avec quelqu'un à côté de lui. Ce n'était pas un monde parfait, mais c'était un monde décent, plein de gens qui croyaient encore que la chaleur pouvait être reconstruite. Quand je suis sorti, la lumière du soleil a frappé la neige fondante, dispersant de l'or à travers les flaques d'eau. Pendant un moment, j'ai vu mon reflet, fatigué mais constant, et j'ai pensé, c'est cela, la paix. Pas le silence qu'ils exigeaient, mais le silence que j'ai choisi.
Ethan m'a fait signe depuis le parc de stationnement, chargeant une autre caisse dans la camionnette. « Tu vas bien ?» a-t-il crié. J'ai hoché la tête. « Oui », ai-je dit. « Mieux que bien. » L'air portait la légère odeur de fumée de bois d'une cheminée lointaine. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté non pas le passé, mais le bourdonnement d'une ville qui se réveillait à nouveau. Il pouvait geler. Je suis resté libre. Les mots se sont formés dans mon esprit, clairs et définitifs. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, l'appartement était sombre à l'exception de la faible lueur de la cheminée. Les flammes vacillaient contre la fenêtre, reflétées dans mes yeux, douces, constantes et sans peur. Je me suis assise, j'ai tiré la couverture sur mes genoux et j'ai murmuré au feu. Cette fois, je garde la chaleur. Les flammes ont crépité en réponse. Calme mais vivante. Fondue au noir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Avez-vous déjà dû vous éloigner pour rester sain d'esprit? Partagez votre histoire ci-dessous.